cette conférence. Je pense que c'est la première de la session, je ne me trompe pas. Et puis, la thématique d'aujourd'hui, c'est une table ronde. Une table ronde autour de l'événement que M. Laurent Proulx, je vais le présenter dans quelques secondes, a fait avec le soutien d'une équipe de soutien intégré, formée de personnes que je vais vous présenter dans une petite minute. Le projet a commencé, en fait, le 12 avril 2024. J'étais à cette époque-là par intérim directeur. Et c'est un courriel de Laurent qui a été envoyé en disant je vais faire la traversée du Canada à vélo en 32 jours, en raison donc à peu près 250 km par jour. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? J'aimerais peut-être un projet étudiant pour me chapeauter là-dedans. Et puis, 2 jours après, le lundi suivant, j'ai communiqué avec Laurent, on est rentré en contact, on a jasé de vive voix. Et à partir de ce moment-là, ça a été le point de départ, l'étincelle, qui a fait en sorte que non seulement on a parti le projet qui inclut des étudiants, mais on a aussi inclus des professeurs dans l'équipe et des personnes que je vais vous présenter dans juste quelques secondes. Je vais commencer avec les remerciements. On fait souvent ça à la fin, mais je commence tout de suite pour m'assurer que ça soit bien fait et qu'on n'oublie personne. Vous voyez, on a eu 19 étudiants au bac en kinésiologie qui ont participé à la formation, donc ils étaient là au moment des évaluations de la condition physique, au moment parfois de l'aide à certains gestes en musculation, l'aide à la planification du programme d'entraînement aussi. Donc, ces gens-là, on les remercie beaucoup. On est content que ce projet-là ait participé à la formation de nos étudiants. On a aussi des étudiants en nutrition, donc ce n'est pas un projet qui a été strictement au sein de l'EXA. Ça a été accepté et soutenu par la faculté de médecine et ça inclut le département de nutrition, en l'occurrence F. Crépeau, qui est ici présente avec nous, ainsi que 5 étudiantes qui ont un peu, à la même manière que dans des contextes cliniques, ils ont participé à l'évaluation au niveau diététique pour faire un suivi avec Laurent. On a des professeurs qui ont été un petit peu moins impliqués que les 3 personnes qui sont ici devant vous, mais Marie-Ève Mathieu a eu un rôle quand même très important dans tout ce qui est anthropométrie, donc des mesures de composition corporelle qui ont été faites avec le DEXA. Au début du projet, donc, on a fait un brainstorming là-dessus. Ahmed Jérôme Romain est impliqué en lien avec la préparation mentale, mais aussi Jonathan Tremblay sur la physiologie de l'exercice. Je remercie aussi le personnel de la clinique de kinésiologie, où toutes ces choses-là, les événements avec Laurent en termes d'évaluation, prescription, ça a été fait ici dans nos murs, et particulièrement Marc-Étienne Villeneuve qui a fait les tests à l'effort maximal que Laurent a beaucoup apprécié. Le support de la direction aussi, merci d'avoir supporté ce projet-là. Les étudiants sexuels qui ont participé beaucoup à l'organisation de la journée d'aujourd'hui, la conférence, et puis les communications de la faculté de médecine, donc Isabelle Lavigne et Mylène Tremblay qui ont participé à nous aider à faire la diffusion, faire des montages vidéo, ainsi de suite pour tout ça. Bien, ça m'amène à parler de Laurent Proulx. Qui est Laurent Proulx? Laurent, c'est un athlète d'endurance, donc il a fait, il va en parler beaucoup plus, mais qui a fait quand même beaucoup d'épreuves, Ironman et compagnie, donc depuis très longtemps. On partage d'ailleurs d'avoir fait nos études en éducation physique à l'Université McGill, donc ça partait sur une bonne note. Et puis, survivant du cancer de la prostate lui-même, s'est impliqué depuis très longtemps au sein de la Fondation Procure, qui sensibilise au cancer de la prostate. Il fait aussi des levées de fonds pour financer la recherche dans ce domaine-là. Et puis, depuis un petit peu plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, Laurent est PDG de cette fondation. On a l'équipe de soutien qui est ici devant vous. Donc, on a Leslie Podla, qui est professeur titulaire chez nous, qui est un spécialiste en préparation mentale et en plein d'autres choses, mais c'est surtout dans ce rôle-là qu'il a intervenu dans le projet. Pierre-Marie Toussaint, qui est aussi professeur clinique chez nous, qui était responsable de la préparation physique, et F. Crépeau, qui est prof de clinique à département de nutrition, qui a fait toute la planification pour l'aspect plus nutritionnel de la préparation de Laurent. Donc, Laurent, je t'amène à venir devant avec moi. On va te donner un microphone. Bonjour, merci Letty. C'est fonctionnel, oui, ça marche. Alors, si tu veux que peut-être que j'explique pourquoi j'ai essayé de réaliser cette définition. J'aimerais ça que tu mentionnes à nos amis ici qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cet événement-là. Il faut dire que j'en avais fait quand même des défis avant.
Elle a mentionné des triathlons. J'ai fait 2 triathlons. Un triathlon 1 an après mon opération, après un diagnostic de cancer de la prostate. J'étais déjà inscrit avant de recevoir ce diagnostic-là. Alors, j'avais encore ça en tête, puis je m'étais dit, bien, à 1 an après, j'aimerais ça pouvoir relever ce défi-là. Et 5 ans après, je me suis inscrit au défi Norseman. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai fait le défi Norseman. C'est juste bon pour les Norvégiens, les défis Norseman, parce que c'est vraiment difficile. Alors, j'ai fait ça pour un peu célébrer mon 5 ans de rémission. Et j'ai fait quelques marathons, donc 4 fois Boston, New York, Berlin, Chicago. Donc, j'avais quand même un bagage d'exercice. Puis, comme Renan l'a dit, j'étais à l'Université McGill. Petite parenthèse, j'avais aussi envoyé un courrier à l'Université McGill et j'ai jamais eu de réponse. Alors, merci Renan. Alors, quand on me propose ce défi-là, c'est la Fondation Terry Fox, le président de la Fondation Terry Fox qui m'aborde. On a eu des échanges de fondation à fondation pour investir dans des projets de recherche. Et il me parle que c'est le 45e anniversaire de la traversée Terry Fox à travers le Canada. Et c'est la première fois qu'ils vont faire un défi de traversée de Vancouver à Terre-Neuve pour cette fondation-là. Alors moi, le projet m'intéresse. On est supposé être 10 cyclistes. Et en cours de route, les organisations n'ont peut-être pas trouvé les meilleures façons de travailler ensemble. Et finalement, j'ai opté pour relever le défi, mais de façon seule. Alors, ça a changé sûrement la planification, la préparation dans la planification de relever ce défi. Mais à partir de février, je savais déjà que j'étais pour le faire seul et tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire tant au niveau d'affronter les intempéries, au niveau psychologique, mais aussi physique. Alors, pour moi, c'était comme une couche de plus, si on veut. Et j'étais convaincu que j'étais capable de relever ce défi-là parce que j'étais principalement bien entouré. Fondation Procure, ça existe pour soutenir les hommes qui ont le cancer de la prostate. Et mon défi, chaque journée, était dédié à un homme qui a eu un cancer de la prostate. C'était ma source d'inspiration. À chaque jour, sur Instagram, je publiais une story, puis je parlais de l'homme pour qui j'étais pas roulé cette journée-là. Et ça m'a servi vraiment d'inspiration. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais le fait de savoir que tu roules pour quelqu'un, c'est une source de motivation. Parce qu'il faut comprendre que dans des défis comme ceux-là, il y a de l'aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique que j'ai travaillé, puis il y a l'aspect aussi nutrition. Puis je dirais que peut-être que j'ai, pour donner quelques stats, mais j'ai peut-être augmenté ma puissance ou mon VO2 max de 10 ou 20 je pense que c'est ça. Mais en nutrition, j'ai augmenté énormément ma capacité à consommer des glucides. C'était une erreur que j'avais eue à Norseman. C'était une erreur. Et la première fois que j'ai rencontré elle, elle me dit, un triathlon, Laurent, c'est 4 épreuves. Natation, vélo, course et nutrition. Puis effectivement, pour moi, c'était un aspect important qui avait été négligé dans ma préparation pour Norseman. J'ai souffert, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai terminé, mais pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas eu le chandail noir, j'ai eu le chandail blanc. Et pour moi, c'était quand même de réaliser cet objectif-là. C'était la même chose ici, c'était quand même chaque journée était divisée en segments de 60 ou 70 km. Donc, c'était des blocs de 2 heures que je faisais. Je n'avais pas jamais parti que j'ai 200 km à faire ou 260 km à faire. J'étais toujours dans un mode où je parlais à ma conjointe, qui est ici, José, ou Clément, qui m'a accompagné les premiers jours. C'était un bloc de 2 heures, je gère ces 2 heures-là. Puis après ça, je repars sur un autre bloc de 2 heures. Alors, je n'ai pas eu le feeling jamais d'avoir accompli 200 km ou d'avoir à accomplir 200 km. Vraiment, c'était des segments. Puis ma préparation m'a aidé à adresser ces volets-là. Alors, pour moi, c'était un défi à la fois physique, mais aussi de pouvoir soutenir une cause. Ça fait 12 ans que je soutiens Procure par des défis. Les défis du PDG n'ont pas commencé l'année dernière. Donc, on a déjà eu un défi du PDG qui était de monter 40 fois le Mont-Royal en une journée qui était le demi de l'Everest. Alors, défi des PDG, on en a eu au cours des dernières années, mais c'est la première année qu'aucun de mes amis voulait me suivre dans ce défi-là. Alors, petite histoire, c'est que tous les défis que j'ai faits dans les dernières années ont été liés à Procure. Celui-là, je n'ai pas l'intention de faire un défi l'année prochaine PDG qui aura plus d'intensité que celui que je viens de vivre. Je pense qu'on fait ça une fois dans sa vie, prendre 32 jours de sa vie, puis relever un défi. On ne fait pas ça à tous les ans. Alors, pour moi, c'était quand même un accomplissement d'avoir réalisé ça. C'est des questions? Oui, en fait, on a demandé aux gens de notre communauté de fournir des questions pour qu'on puisse avoir des échanges.
Quelque chose qui est revenu à quelques reprises, c'est de souligner quelles ont été les journées les plus difficiles, peut-être aussi les journées que tu as le plus appréciées au cours de ton séjour, pas ton séjour, mais ton aventure. La première journée est extrêmement facile. Honnêtement, c'était 180 km. Je suis arrivé à Hope, la destination. Je suis arrivé à Hope, je partais de Vancouver, je suis arrivé à Hope. Je me suis trempé dans la rivière. Je dit, hey, ça va être fantastique. Ça peut être comme ça toutes les journées, ça va être vraiment bien. La deuxième journée, je partais de Sunshine Valley, puis j'allais jusqu'à, je ne sais plus le nom de la ville, en tout cas, une ville de vin. Et c'était un 240 km, il faisait chaud, il ventait. Puis j'ai été un certain temps sans approvisionnement, donc je n'avais pas accès au camion. Et mentalement, c'était une journée très difficile. Et le soir, là, je suis arrivé dans le VR, je n'ai pas beaucoup mangé. Clément me demande sa voiture, c'était pas nécessairement une bonne journée. Finalement, je me suis couché, puis j'étais comme, wow, dans quoi je me suis embarqué? Il en reste 30 journées comme celle-là. Elles vont être longues. Puis j'ai repensé à une vidéo que j'avais vue de Federer. Federer disait, quand tu joues au tennis, tu manques un coup, tu oublies, puis tu passes au prochain coup. Alors, ça peut paraître simpliste, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Le matin, je me levais, puis la journée avait été bonne la veille, c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, si je recommence, puis on s'imagine, 200 km, tu passes d'une ville à une autre, c'est Montréal, Québec à tous les jours. La température de Montréal est bien belle, mais à Québec, ça peut ne pas être beau. Alors, tu ne peux pas nécessairement planifier à long terme, parce qu'il faut que tu planifier par segment. Alors, pour moi, c'était de découper, puis de ne pas focuser sur la veille, même si ça avait été bien, ou ça va moins été bien, de passer à la prochaine journée. Alors, cette journée-là était assez déterminante dans les 30 jours qui ont suivi. J'ai fait des journées à 260 km, puis j'avais jamais l'impression, j'arrivais jamais, là, puis on en a discuté, j'arrivais jamais comme fatigué le lendemain matin pour ne pas me lever. J'ai jamais dit, j'ai pas le goût de faire le 200 km qui s'en vient aujourd'hui. Ça n'a jamais été ça dans ma tête, là, sauf cette deuxième journée-là. Et des belles journées? Oui, il y a eu des superbes journées. Toutes les Rocheuses, c'était fantastique. D'ailleurs, je ne sais pas si on a vu une vidéo, là, mais quand je sors des Rocheuses, ça fait 4 jours que tu montes, tu descends. Puis pour moi, c'était l'étape la plus difficile. J'avais analysé, c'était l'étape qui était pour être la plus difficile. Et quand je suis sorti des Rocheuses, je partais de Field, j'avais peut-être un 7 km de montée à faire. Le soleil se levait, c'était très noir dans la vallée. Puis quand je suis arrivé en haut, là, j'ai... Là encore. Mais quand je suis arrivé en haut, j'étais comme, wow, j'ai réussi à sortir des Rocheuses. Puis au même moment, il y a un camion qui il savait, lui, il descendait ce que je venais de monter, puis qui a klaxonné. Puis pour moi, c'était un super rush de satisfaction d'avoir accompli ce défi-là des Rocheuses. Mais je dois dire que c'était pas la partie la plus difficile. Les Rocheuses, c'est correct, là, en termes de... Parce qu'on a l'impression qu'on monte en haut des Rocheuses, on part dans les vallées, dans les Rocheuses, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Ontario. C'est plus difficile en Ontario. C'est difficile. Ouais. Les prairies aussi, on me dit souvent, le vent vient de l'ouest, donc ça va être facile. Moi, j'ai eu le vent de face pendant 4 jours. On peut simuler tout sur Zwift. On peut simuler la puissance, etc. Il y a une affaire qu'on ne peut pas simuler sur Zwift, c'est le vent. Et peut-être un test, un projet de recherche, c'est que je me suis retrouvé à rouler comme ça, le vent venait comme ça pour tenir mon vélo droit, parce que le vent était à peu près à 40 km/h de côté. Des fois, si j'avais à 10 et 5, j'étais correct, mais quand ça tombait les cordes, ça c'était moins drôle. Alors, le fait de pédaler comme ça, tu te retrouves avec une fesse qui est probablement très endolorie après un certain temps. Comme tu n'amènes pas nécessairement ton massothérapeute avec toi, tu es obligé de te soigner toi-même et de changer tes positions. Mais c'était la partie difficile dans les prairies. Et l'Ontario, en termes de dénivelé, c'est quasiment le même dénivelé qu'en dans les Rocheuses, mais finalement, c'est des 7, 8, 10 de dénivelé. Quand tu fais 200 km, puis à tous les jours, tu as du 7, 8, 9 et 10 puis des montées, là, Josie disait, elle est en VR, tu as monté ça. Oui, des fois, c'était des montées assez intenses. Le Québec, c'était facile. Puis les provinces maritimes, je dirais que l'île du Prince-Édouard, c'est pas plat. J'ai l'impression que c'est plat, mais c'est pas plat. Puis finalement, la Nouvelle-Écosse, c'était quand même aussi assez facile. Pas très difficile. Tu as mentionné tout à l'heure en entrée que tu as abordé ce projet-là en pensant que vous allez être 10 cyclistes avec le groupe de Terry Fox.
que quelque part au mois de mars ou février, février où tu as appris que là, ça ne fonctionnait plus, que tu allais faire la traversée en solo. Donc pour ceux qui font un petit peu de vélo, là, rouler tout seul versus rouler en peloton de 10, c'est pas du tout le même effort. Nous, on s'en est parlé à un moment donné, on disait « OK, ça change la donne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Est-ce que toi, tu as eu des doutes sur ta capacité de le faire solo? Si je retourne en arrière, non. J'étais déçu. Clairement, j'étais déçu. Je savais que c'était pour être beaucoup plus difficile, mais on en a discuté quand même assez souvent. Je pense que le fait d'entraînement changeait. Ça ne changeait pas à ce moment donné. C'était beaucoup plus le côté psychologique. Une anecdote, c'est que Pierre-Marie me donnait des entraînements à un certain wattage pendant 4 heures dans le sous-sol. On peut imaginer 4 heures dans le sous-sol. Puis là, moi, la routine, j'aime pas trop ça. Fait que je faisais 1 heure à un certain wattage, je descendais pendant 1 minute, puis je revenais. Puis accompli. Puis des fois, je faisais un peu 5 watts de plus juste pour que ça donne une moyenne de ça de 240. Puis Leslie m'a dit, ben Laurent, tu sais, fais ce que Pierre-Marie te demande parce qu'il va arriver sur la route que tu vas avoir à relever un défi, puis il va falloir que tu trouves une façon de sortir de ce problème-là parce que tu es tout seul sur la route. Tu peux pas quelqu'un qui va te mettre en avant de toi, il n'y a pas quelqu'un qui va dire hey, let's go, tu vas être tout seul. Moi, le camion ne me suivait pas, il n'était pas en arrière de moi, il était 60 km/h. Alors, j'étais obligé de m'organiser tout seul avec les intempéries ou le vent, etc. Puis les conseils que Leslie m'a donnés, ça m'a permis de justement, dans des situations où c'était très, très difficile, le vent, c'était sacré. Puis des fois, le vent, il vient, puis il y a une autre bourrasque qui est encore plus grande, puis là, tu dis, ça se peut pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, le travail qui a été fait avec Leslie, pour moi, m'a beaucoup aidé, parce que j'ai été capable de me recentrer. Au début, j'avais des écouteurs. Au bout de la 7e ou 8e journée, j'ai enlevé des écouteurs. Je voulais vraiment vivre le moment présent, le mindfulness, vraiment être dans le moment, puis écouter ce qui se passait. Puis, je ne sais pas si vous avez vu la route tantôt, là, c'est l'Ontario, ça prenait une concentration assez énorme. Donc, le travail psychologique qui était fait, d'être seul, ça entraînait tous ces volets-là. Il n'y a personne qui m'indiquait, il y a quelque chose, il y a un truc sans lien, il fallait que je sois vigilant, constamment vigilant sur la route. Puis j'ai croisé, je pense, 3 cyclistes dans tout le trajet. Je n'ai pas eu d'aide, sauf un, là, vous avez vu, un jeune homme, un matin qui s'en allait à l'école, qui a pris... que j'ai rejoint et qui est resté en avant, puis j'ai expliqué, je fais un défi, puis là, il reste en avant, puis là, il est monté à 30-35, puis je pense qu'il est arrivé à l'école pas mal mouillé, là, je pense qu'il devait être dans le soir quand il est arrivé, mais pour moi, c'était la petite satisfaction de pouvoir rouler avec quelqu'un là, pendant 5 km. C'est la seule ou les seuls que j'ai, sauf quand vous êtes venu là, à Montebello. Je voudrais en profiter, tu as mentionné Leslie, entre autres, je voudrais en profiter pour nos 3 experts panélistes, peut-être de venir s'installer sur la scène en avant. Et on va poursuivre avec les interventions venant d'eux. On va avoir une période de questions à la fin aussi. Ne partez pas trop rapidement pour vous permettre de vous exprimer en lien avec ce que vous allez entendre, ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Donc, le nom de Leslie a été mentionné, je pense très récemment, fait que je vais laisser la parole à Leslie, puis à tour de rôle, peut-être 3-4 minutes là, de partager avec l'audience votre expérience de ce projet-là. Je vais m'éloigner pour... Oui, merci Renald. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir de travailler comme membre de l'équipe de soutien et de travailler avec Laurent. Comme Renald a mentionné, mon formation, c'est dans la psychologie du sport. Alors, on a concentré ou on a axé nos efforts plutôt sur les aspects ou les compétences psychologiques et de quelle manière on peut maximiser les attributs que Laurent a déjà fait depuis beaucoup des années. Lors de nos discussions, il y a certains défis qui sont évidents et je connais que probablement pas beaucoup de personnes ici ont de connaissances sur les aspects psychologiques. Alors, je pense que afin de démystifier un peu le type de travail qu'on a fait ensemble, ça peut être intéressant, utile de parler un peu des stratégies qu'on
incorporés selon nos sessions ou nos séances. Certainement, c'est le cas que, comme Laurent a déjà mentionné, ils s'assoient sur le vélo pour beaucoup des heures. Et il y a plein des éléments, les camions, la vente, beaucoup des défis pour régler. Et une question vraiment importante, c'est qu'est-ce qui se passe dans son tête pendant des heures, 3-4 heures dans le sous-sol, 5 ou 6 heures dans le roue. Qu'est-ce qui se passe dans son tête? Alors, c'était vraiment important de développer des stratégies pour régler son attention. Et on a concentré principalement sur la distinction de ce qu'on appelle un style attentionnel, qu'on appelle l'association versus la disassociation. L'association, comme le nom suggère, c'est quand on concentre sur les éléments importants de la tâche. Ça peut être les camions ou la cadence de pédalage ou le taux cardiaque. C'est-à-dire, ça peut être des facteurs internes ou des facteurs externes dans l'environnement. Et on a donné des tâches où Laurent, ou des exercices où Laurent peut choisir quelque chose pour concentrer. Ça peut être juste comme un point sur le mur ou son cadence de pédalage, par exemple. Et juste concentrer sur une certaine période de temps. Et s'il trouve que son pensée il est distrait, de juste retourner toujours à ce point de concentration. Par contre, avec la disassociation, l'idée c'est d'être intentionnel d'aller ou de donner la permission de ses pensées, d'imaginer des choses. Par exemple, quand il a de la douleur, on a parlé de le fait que c'est inévitable qu'il a probablement des crampes dans l'estomac ou de la douleur dans le dos. Et peut-être c'est inefficace dans ces instants de concentrer sur la douleur parce que ça va diminuer son capacité de continuer avec la performance. Alors, la concentration, c'était un aspect vraiment important. Juste brièvement, quelques d'autres points que je pense sont importants. Je rappelle beaucoup de fois où c'était Laurent un horaire très chargé. Il est le président d'une organisation, il a des responsabilités familiales, il a des heures très longues de l'entraînement et c'est inévitable qu'il a du stress. Souvent, dans la psychologie, on utilise la respiration comme une stratégie intentionnelle pour régler le stress. C'est une chose qu'on fait par conscience, mais on peut donner de l'attention pour la manière où on règle la respiration. Et on utilise des stratégies où on fait comme un body scan, où on scanne sur le corps, où on envoie la respiration qui est calme et qui est réglée dans les parties de son corps qui sont affectées par le stress. Et avec la pratique, on peut juste arriver à un point où on peut régler la respiration et dans un ou deux respirations très profondes, on peut régler le stress. Juste brièvement pour finir, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais j'aime le travail avec Laurent, il est vraiment gentil. Je rappelle des fois où il expérience la frustration, où il pense qu'il n'a pas atteint des objectifs. Et il est vraiment motivé d'accomplir les tâches que Pierre-Marie et Ève a données liées à son entraînement. Et je rappelle qu'on a parlé que la réussite, ce n'est pas une dichotomie. C'est pas une chose où on a la réussite ou on ne l'a pas. Mais on peut penser qu'il y a des degrés de la réussite.
qu'on peut accomplir 80 ou 90% des objectifs, et c'est quand même important parce que ça bouge dans une direction importante dans ton objectif. Et oui, je pense que c'était important de donner un peu de permission, comme en psychologie on appelle comme le self-compassion, c'est le terme qu'on utilise. Alors, je peux parler en plus de détails, mais je vais arrêter là et passer le microphone. Merci, Laurent. Moi, ce que j'ai trouvé excitant dans le projet, quand on m'a approché pour être impliqué dans le projet, c'était de voir comment les étudiants en kinésiologie à l'EXAP allaient être impliqués dans le projet. Donc, dès que j'ai su que Laurent allait venir recevoir nos services à la clinique de kinésiologie de l'EXAP, j'ai trouvé ça excitant parce que comme je suis clinicien à la clinique, ben, je devais superviser les étudiants qui allaient faire l'entraînement de Laurent. Parce que en tout temps, on mentionne que j'ai donné l'entraînement, mais en réalité, ce qui était excitant, c'est que les programmes, autant de vélo, de musculation, de mobilité, ont tous été faits par les étudiants. Donc, je n'ai jamais fait moi-même un programme pour Laurent. C'est les étudiants qui ont fait les programmes et mon rôle, c'était de superviser et de corriger les programmes des étudiants. Donc, je n'ai pas eu à concevoir moi-même les programmes. Ça, c'est excitant parce que les étudiants devaient vraiment planifier des choses pour quelqu'un qui s'apprêtait à faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'était quelque chose où on devait mettre les étudiants en contact, les exposer, c'est le mot que je cherchais, les exposer à quelque chose d'exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'en clinique, tu vas avoir un client qui veut traverser le Canada en vélo. Donc, c'est ça que j'ai trouvé excitant. Puis j'aimerais ça, je sais qu'il y en a qui sont ici, on a mis tantôt la liste des 19 étudiants de l'EXAP qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui étaient là juste pour une évaluation de sa condition physique. Il y en a qui ont été là pour faire des programmes. S'ils pouvaient se lever, qu'on puisse les voir, parce qu'il y en a qui sont présents. Les 19 qui ont été impliqués. Donc, là, je vois Christian et Yasmine. Donc, j'ai du souvenir qu'eux ont été vraiment impliqués dans la conception de programmes. Donc ça, c'était fabuleux de les mettre en contact avec ça. Ensuite, moi, mon rôle, c'était, comme je vous dis, de corriger. Il y a certaines choses qu'il fallait corriger, ajuster, modifier. C'était ça mon rôle. Mes étudiants ont fait un travail impeccable là-dessus. Ensuite, c'était de suivre Laurent. Ça a été ça mon grand rôle, de faire le suivi de cet entraînement-là qui a été créé par les étudiants, parce que une fois qu'on crée un programme, puis qu'on a le modèle idéal de dire, bon, voici ce qu'il doit faire dans la phase 1, dans la phase 2, tu sais, une belle planification comme vous avez appris dans vos cours. Mais après ça, il faut parler à la personne qui va appliquer le programme, puis lui demander, est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Donc, tout le suivi, c'est moi qui le faisais. Parce que comme les étudiants changent à chaque session, bien, je ne pouvais pas demander à chaque étudiant de faire le suivi, parce que le projet s'étale sur un an, puis les étudiants sont là seulement une session à la fois. Donc, moi, je faisais le suivi avec Laurent, puis j'étais en mesure de faire les ajustements par rapport à la planification idéale. Puis, on le sait, ce qu'on planifie idéalement, c'est jamais ça qui va se produire. Il va toujours avoir des modifications à faire. Donc, pendant cette année, Laurent, tu le sais, Laurent était la personne avec laquelle j'ai le plus communiqué virtuellement, là, sur texto, sur Instagram. On utilisait Instagram plus parce que Laurent devait publier beaucoup de choses sur Instagram, sur son entraînement et tout ça. Donc, il était toujours sur Instagram. Donc, c'était plus facile qu'on communique par Instagram. Donc, dans l'ordre, dans ma vie, dans la dernière année, la personne avec laquelle je communiquais le plus, c'était Laurent. En deuxième, ma blonde, puis en troisième, mes enfants. Maintenant que c'est terminé, ben, l'ordre a changé. Là, ma blonde et mes enfants, on parle plus que je parle avec Laurent. Mais sinon c'était à tous les jours. À tous les jours, Laurent devait me rapporter comment ça a été son entraînement, comment il se sent,
niveau de stress, niveau de fatigue, douleur et ainsi de suite. Donc, ce qu'on apprend aussi dans les cours, le suivi de la charge, c'est aussi important que de planifier un entraînement, c'est de faire le suivi après sur est-ce que ça te convient, est-ce qu'il faut faire des changements, est-ce que tu as des douleurs, est-ce que tu as trop de fatigue, pas assez de fatigue, et ainsi de suite. Donc, ce suivi-là, je trouvais ça intéressant de le faire. Et à tous les jours, je parlais à Laurent. Des fois, on me demandait, mais c'est qui ce Laurent-là, à qui tu parles à tous les jours? T'sais? Donc, ça a été, ce que j'ai trouvé d'excitant, c'est de faire ce suivi-là. Puis de toujours m'assurer, ça je le disais à Laurent, m'assurer que le programme est à ton service et non pas toi au service du programme. Parce que Laurent, souvent, des fois, me disait, mais là, je ne suis pas satisfait parce que c'était écrit que je devais faire telle chose, puis je n'ai pas réussi à le faire. Ou en tout cas, pas à la lettre comme c'était écrit. Mais j'ai dit, ben c'est bien comme ça parce que là, on est en train de rendre rendre le programme à ton service. C'est pas toi qui dois t'adapter au programme. Le programme doit être adapté à toi. Donc là, c'est l'éducation que j'ai faite avec Laurent, c'est de lui montrer comment nous, on est là pour adapter le programme à lui, à ses contraintes, aux différentes phases dans lesquelles il peut passer, de douleur, de stress, et ainsi de suite. Tous les ajustements ont été faits, puis finalement, Laurent s'est rendu compte que quand on ajuste le programme à lui, c'est là qu'il a pu atteindre des niveaux de performance inégalés. Des fois, il m'envoyait ce qu'il faisait justement comme programme ou comme séance, puis c'était exceptionnel. Je le partageais avec les autres de l'équipe, puis je disais, regardez, aujourd'hui, il a réalisé ça, je ne pensais même pas que ce serait possible. Donc, c'était dans les deux sens. Des fois, on réduisait parce qu'il était fatigué, mais des fois, on disait « Wow, tu fais des choses exceptionnelles, donc on va aller dans cette voie-là, puis on va te donner plus maintenant. » Donc, il a réalisé, j'ai été impressionné par ces séances de 4 heures. Tu sais, 4 heures, imaginez-vous, là, 4 heures de vélo dans un sous-sol en stationnaire, c'est phénoménal. Là. Des 4 heures à plus de 200 watts dans un sous-sol, à regarder du Netflix, c'est quand même exceptionnel. Donc, j'ai été impressionné par ça. J'ai ajusté, des fois j'ai ajusté à la hausse, des fois à la baisse, mais tout a été fait au service de Laurent et non pas l'inverse. Pierre-Marie, si tu me permets, je vais rebondir sur ton dernier point, sur les heures passées à s'entraîner dans son sol. Oui. Je pense qu'il a appris quelque chose de très, très important pour l'accomplissement de son événement, puis c'est d'apprendre à se nourrir pendant ces heures-là. Oui, oui. On peut passer la parole peut-être à elle. Je vais laisser la parole à elle sur la nutrition, puis comment on pouvait voir comment Laurent se nourrissait pendant ces 4 heures-là dans son sous-sol. Merci Pierre-Marie. Merci Rénal. Quand Rénal m'a approché pour participer à ce projet-là, j'étais très excitée parce que c'est mes projets préférés en nutrition. Parce que c'est un beau casse-tête. Plus c'est long, plus la nutrition est indispensable, premièrement. Et c'est un beau casse-tête à faire. Il y avait deux volets avec Laurent quand je l'ai rencontré pour la première fois en septembre passé. Premièrement, s'assurer qu'il mangeait suffisamment au quotidien pour arriver à faire 4 heures de vélo dans le sous-sol, puis à s'entraîner à tous les jours et à, enfin, avoir assez d'énergie pour rencontrer cette charge d'entraînement quand même assez élevée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas tout le temps. Puis je me rappelle, je parlais avec Laurent, puis il me disait, moi, je pensais qu'un défi comme ça, tu me donnes un plan de nutrition pour le jour J, puis c'est fini. Mais c'est pas ça qui se passe. Premièrement, il faut s'assurer de manger assez au quotidien. Puis quand j'ai rencontré Laurent, son poids était en chute libre déjà depuis plusieurs mois, depuis le début qu'il avait commencé. Puis ça, c'est quand même un bon red flag qu'il ne mange pas assez. Puis on ne veut pas être dans cette zone-là trop longtemps, parce que qu'est-ce qui peut se passer? Bien, Laurent aurait pu se blesser. Ses risques de blessure étaient plus grands, plus de risques d'être malade souvent, plus de risques d'être en surentraînement. En fait, souvent, on parle de surentraînement quand finalement, c'est plutôt de la sous-alimentation. Puis, personnellement, j'en rencontre beaucoup des athlètes de toutes sortes, puis la plupart du temps, les athlètes ne consomment pas assez d'énergie et assez de glucides au quotidien pour rencontrer justement pour être capable de faire cette charge d'entraînement-là à leur plein potentiel. Parce qu'ils vont le faire, puis ils vont s'habituer à ça, puis ils vont se dire, ben non, je suis correct, je suis capable, jusqu'au jour où est-ce qu'ils vont manger plus de glucides et voir la différence. Donc ça, c'était la première chose. Laurent a bien suivi mes conseils, peut-être un peu trop au début, son poids est reparti en flèche. Mais ensuite, il a bien réussi à
à maintenir son poids tout au long de l'entraînement jusqu'au défi. Puis pour moi, c'était un bon signe. C'était un signe qui était capable de carburer suffisamment pour avoir l'énergie pour faire ses entraînements. Deuxième aspect, c'était ce qu'on appelle le gut training. En fait, il faut entraîner son estomac à tolérer les glucides à l'effort comme on entraîne ses jambes à tolérer les watts pendant plusieurs heures. Il n'y a personne qui est surpris ici quand je lui dis il faut t'entraîner, Laurent, au niveau physique pour faire un tel défi. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense nécessairement qu'il faut entraîner son estomac et la nutrition pour un tel défi. Parce que quand j'ai rencontré Laurent, c'était un cycliste typique qui mangeait à peu près 30, peut-être 40 grammes de glucides par heure pendant des sorties de vélo de plusieurs heures, quand les recommandations sont minimalement de 60 à 90 grammes par heure, voire plus. Pour vous donner un exemple, là, vous connaissez les gels énergétiques, là, ça c'est 3 à 4 gels par heure. C'est beau de faire ça pendant 1 heure, mais faire ça pendant 8 heures, à tous les jours, pendant 32 jours, c'est costaud quand même. Donc, c'est quelque chose qu'il faut entraîner. On peut entraîner l'estomac à bien tolérer les glucides. Si on ne le fait pas, puis que le jour J, on mange tous ces glucides-là qui sont recommandés sans l'avoir pratiqué, qu'est-ce qui peut se passer? Bien, on peut avoir des problèmes digestifs, on peut avoir mal au cœur, on ne sera pas capable de l'ingérer. Je pense que Laurent, tu l'as vécu avec le Norseman. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va graduellement augmenter. Puis, on avait justement des bonnes séances de Zwift à l'intérieur où est-ce qu'on pouvait pratiquer justement la nutrition à ingérer tous ces glucides-là et aussi à varier ces glucides-là. Parce que même chose, si j'ai un gel énergétique que j'aime ou une sorte de boisson, ben c'est beau, mais après 32 jours, même avant ça, je risque de me tanner. Donc, je dois avoir plus de variété, tester plein de produits différents pour avoir plusieurs options le moment venu du défi. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Puis Laurent, honnêtement, a été excellent. Il a vraiment, puis il dit au début, là, il partait de loin, mais comme honnêtement, il partait de où est-ce que tout le monde part. Puis il a vraiment réussi avec le temps à augmenter les glucides. Je pense qu'au début, il trouvait ça difficile, puis peut-être pas qu'il y croyait pas, mais c'est violent quand même manger tous ces glucides-là, je vous le dis. Là. Mais quand on voit la différence que ça fait sur la récupération, sur comment on se sent sur le vélo, puis je pense que ça a contribué beaucoup à la nutrition, puis à quel point il a réussi à manger de façon constante, suffisamment de glucides à tous les jours pour qu'il passe à travers le défi sans être trop fatigué, en récupérant bien, en ayant un état mental aussi. Leslie, bien sûr, a joué là-dessus, mais je pense que les glucides ont un effet sur la santé mentale plus qu'on pense. Donc, vraiment, Laurent a réussi avec brio le défi d'apprivoiser les glucides. Je pense que maintenant, c'est ses meilleures années aussi. Hein? Bravo. Même des porteurs. C'est bon, tu vois. Bien, je pense que c'est le moment de voir s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser pendant que vous êtes en train de. Ceux sur Zoom aussi réfléchir peuvent poser. Sur Zoom aussi peuvent poser des questions. Oui, oui, d'accord. José, est-ce que y a quelqu'un qui allait monitorer s'il y a des questions sur Zoom? Ou... Parfait. Puis, entre-temps, s'il y a une question qui s'en vient, mais j'en profiterai, moi, pour poser une question peut-être à la capitaine Glucide, pour savoir, y a-t-il, mettons, un aliment qu'il ne faudrait pas manger pendant ce genre d'événement-là, là, où tu es 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, là, durant... Oui? Est-ce que tu as la réponse? Ben, je dirais du pain blanc, tout ce qui est des fibres. Faudrait pas manger. Oui, maintenant, il n'y a pas trop de fibres. Non, je comprends, mais je veux dire dans le sens que tu m'avais dit, tu ne prends pas de fibres le jour, durant la journée, garde-les le soir. Oui, mais je dirais les légumes. Ça paraît contradictoire, hein, parce que les légumes, c'est quelque chose qu'en nutrition, on dit beaucoup que c'est important, la moitié de l'assiette, mais dans un défi comme ça, où est-ce que les légumes, c'est surtout des fibres. Les fibres, ça ralentit la digestion, ça donne pas beaucoup de glucides, de carburant, donc c'est pas la priorité. Oui, tu pouvais en manger à la fin de ta journée, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les légumes, c'était vraiment pas quelque chose qui était pertinent dans ton cas, dans ces longues journées-là. Absolument. Parce que ça pouvait nuire, en fait, à ta digestion de beaucoup de choses. OK, merci. On a une question dans l'auditoire. Tu peux te nommer, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Alexandre, je suis étudiante en 2e année en kinésiologie. Puis en fait, je me demandais, Laurent, c'est qui t'a suivi pendant les 30 jours dans la camionnette? Est-ce qu'il était là tout le temps ou il y avait des gens qui venaient, qui partaient? Je voulais savoir c'est comment le suivi.
Josée, ma conjointe, devait venir pour la durée, mais finalement, elle est prof. Alors, elle terminait l'école quelque part en autour du 15 ou du 16, du 13. Alors, j'ai un de mes bons amis qui était venu à mon premier Ironman en Arizona, qui me dit, ben, il a levé la main, moi, je vais faire un bout avec toi, mais finalement, j'ai dit, ben, j'ai besoin d'un conducteur. Alors, il a fait les 6 premiers jours, puis quand il est parti, les 7 premiers jours, quand il est parti, c'était quasiment, on était comme dans une danse. Il savait, puis moi je savais, puis on n'avait pas nécessairement beaucoup de se parler, mais on était vraiment très intense. Ça s'est poursuivi avec José, mais la coupure entre les deux, pour moi, c'était un moment d'insécurisant. Il a dit, est-ce que tu veux que je reste une journée ou deux jusqu'à Winnipeg, à Regina? Puis j'ai dit, ouais, j'aimerais ça, juste que tu fasses la transition, puis qu'on puisse passer. Puis José, ben, elle a fait aussi une super job. Je voulais pas avoir le VR qui est en arrière de moi. Je voulais pas avoir le VR où, je voulais que le VR soit. Je m'entendais avec eux, là, dans 2 heures, c'est 60. Il y a du vent aujourd'hui, ça va être 60. Bon, ça va bien. Puis là, je le textais, ben, ajoute 10, ça va être 70 avant que j'arrête. Puis là, pourquoi 2 heures? C'est parce que mes bouteilles contiennent pour 2 heures de liquide. Et c'est là que je faisais des transferts pour de nouveaux liquides. Ah, ils n'entendent pas les réponses avec ce micro-là. C'est juste celui-ci qui fonctionne? Ouais, c'est ça. OK. Je vais te le... C'est d'autres questions? Oui. Mon nom est Véronique Louis, je travaille avec le personnel à l'OXA. Ma question, c'est concernant la quantité d'eau. Est-ce que, par moment, selon l'effort déployé, vous aviez plus, vous disiez 2 litres? 2 litres à l'heure, oui. 2 bouteilles pour 2 heures. Donc, comment vous réapprovisionnez? Ben, le VR, c'était ça. Le VR, puis parfois, je disais 60, mais je disais toujours jamais moins, toujours plus. Donc, je ne voulais pas que Josée soit à 59 parce que je visais quand même 200 km par jour. Puis si j'avais fait un bloc de 2 heures, puis j'étais moins 1 ou moins 2 km, mentalement, ça me rajoute pour ma prochaine destination. Alors, il savait qu'il fallait que ce soit toujours plus, jamais moins. Et les bouteilles étaient préparées, on faisait le transfert des bouteilles. Il y a eu des journées extrêmement chaudes cet été. J'ai été vraiment chanceux parce qu'il a fait beau pendant 30 jours. La seule journée qui a plu, c'est entre Lorraine et Lévis, où je me suis fait poivrer. Mais ça serait un défi complètement différent, ça avait été la pluie. Alors là, ces journées-là, on raccourcissait les intervalles parce que je me mettais de la glace dans le cou, juste pour maintenir une température. Puis c'était quand même dans mes meilleures journées. J'ai fait des journées de 260 km dans ces journées-là, malgré le fait qu'il faisait chaud, mais je n'étais pas nécessairement en montée, j'étais sur du semi-plat ou un petit peu de pente ascendante, mais quand même, on faisait beaucoup de transferts d'eau. Parce que les liquides, quand j'avais le NAC, chaud, c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Alors, j'ai parlé m'emmener à Ève, je lui avais dit, ben, va chez McDo, prends-toi un jus. Là, c'était comme une récompense, mais j'avais des milkshakes ou des choses qui m'aidaient à juste varier là, ce liquide qui vient chaud très rapidement. Merci. Oui. Donc, moi, c'est Samuel. Une question à la fois pour Laurent, mais pour Leslie aussi. Selon vous, quel est l'élément le plus puissant sur lequel vous avez travaillé? Je pense que les sessions dans le sous-sol, probablement, je ne suis jamais descendu dans le sous-sol si je n'avais pas ça. Je me réservais une journée par semaine de repos. Puis cette journée-là, elle pouvait varier, mais c'était que je m'étais dit, je ne vais jamais descendre dans le sous-sol, malgré que j'avais tout l'équipement, là, je ne vais jamais descendre dans le sous-sol, je n'ai pas le goût. Donc, il fallait que j'aie le goût de descendre pour faire, parce que c'est 4 heures, c'est long, puis ça supposait aussi que la veille, j'avais peut-être fait 2h30 le samedi, puis 4 heures le dimanche. C'était des entraînements comme celui-là. Et Leslie a vraiment contribué à pouvoir me recentrer sur ça. Là, je suis niaiseux, ce que je veux vous dire, c'est que dans les entraînements que les étudiants faisaient, il y avait toujours un 10 minutes de warm-up. Alors, des fois, je partais pour 4 heures. Là, je le disais 4 heures. Il y a des journées qu'après 3 quarts d'heure, j'avais même plein mon casque. Mais là, je vais faire un bloc de 30 minutes. Le 4 heures, je le divisais en bloc de 30 minutes. Il n'y avait pas d'arrêt entre les blocs, mais
le compteur arrêtait après 30 minutes, puis il repartait. Mais là, j'étais rendu à et 40. Ben, il est passé la demi-heure, fait que là, je faisais l'autre bloc, j'arrivais à et 10. Ben là, je suis comme un peu toqué sur l'heure. J'arrêtais pas à 10. Tant qu'à 10, je vais vraiment en et demi. Et finalement, j'ai réussi à faire le 4 heures comme ça. C'était une façon, si on veut, de découper, puis de me motiver, puis de dire, bon, regarde, t'es rendu à 2h30, tu fais juste 1h30, c'est pas si grave que ça. Alors ça, je pense que d'arrêter de retrouver dans le moment présent, ça m'a permis de faire ça. Je ne sais pas si... Oui, très bonne question. Comme Laurent a mentionné, certainement le temps peut passer très lentement avec les heures dans le sous-sol ou durant l'événement. Mais aussi, je pense un autre défi qui est difficile, c'est juste de développer, ou on a parlé en anglais, on dit des plans de contingency plans ou je pense des plans d'urgence. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé de le fait qu'il y a probablement plein de choses qu'on peut peut-être pas prévues ou d'anticiper les choses qu'on peut prévues. Et par exemple, on a parlé déjà de le fait que Laurent était supposé de faire l'effort avec un groupe. Et comme Renald a mentionné, c'est vraiment différent de travers le Canada avec un groupe de 10 personnes au lieu de faire cet effort individuellement. Alors, juste de parler comment est-ce qu'on peut régler les choses qui sont certainement vont arriver durant l'événement. On a parlé un peu de la soutien social et on a l'idée que c'est important d'avoir quelqu'un qui rappelle chaque jour juste pour donner un peu de motivation ou juste pour aider avec n'importe quel défi qui arrive pendant l'événement. Oui. Sur l'aspect d'avoir quelqu'un? Pardon? Oui, en plus, pour avoir vécu un cancer, les gens ils ont tendance à ne pas vouloir appeler ceux qui ont un cancer. Parce qu'ils ne veulent pas être dérangés. Puis aussi l'inconfort de parler à quelqu'un, ça va-tu bien? Comment est-ce qu'il va réagir? Puis moi, je dis souvent, ben, appelle-le. Puis s'il n'y a pas le but d'en parler, il n'en parlera pas, mais au moins tu auras un appel, puis tu vas pouvoir échanger avec cette personne-là. Alors, j'avais demandé aux gens, j'avais 32 jours, j'avais demandé aux gens de réserver un appel de 15 minutes à 3 heures. Donc, je ne savais pas qui était pour m'appeler dans la journée, cette journée-là. Alors, les gens se sont inscrits, c'était de façon anonyme. Je recevais un appel, je suis sur mon vélo en train de monter une côte, peu importe. Là, je prenais l'appel. Puis il y a des jours que ces appels-là ont vraiment eu un impact. Il y a des jours où c'était difficile. Puis le fait de parler à quelqu'un, parce que tu es 8 heures tout seul, tout le temps. Il n'y a jamais personne. Donc, c'est long. Le fait, ça me permettait de me regrounder ce journée-là, de dire, OK, parfait, tu sais, j'ai parlé avec des amis, j'ai parlé avec des membres de ma famille, j'ai parlé avec ma tante qui a 97 ans, puis qui m'a appelé durant ce... Alors, pour moi, c'était une façon de retrouver, de me recentrer dans la journée. Puis ça m'aidait à découper ma journée encore une fois. Autre question? Oui. Allô, moi c'est Gabrielle. On a parlé beaucoup du avant et du pendant le défi, mais maintenant qu'on regarde, là c'est terminé, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises pendant l'expérience que vous voulez garder pour peut-être vos expériences futures? Et si vous aviez un conseil à donner à Laurent avant qu'il parte pour son premier jour, qu'est-ce que ça serait? Très bonne question. Je pense que l'aspect nutrition, c'est ce que j'ai gardé depuis... j'ai fait des sorties avec mes amis depuis que je suis revenu. Des sorties de 3 heures, puis mon ami partait avec 2 bouteilles d'eau. Puis c'est sûr qu'au bout de 3 heures, il avait bunké, là. Il était plus capable, puis il disait, là, je suis plus capable de te suivre. Alors pour moi, c'était comme, c'est ce que j'ai retenu, là, c'est, le commentaire d'Ève est pertinent, c'est qu'on prépare, vous allez prendre toutes sortes de programmes d'entraînement pour faire un demi-marathon, c'est sur 12 semaines. Et il n'y a pas de programme de nutrition sur 12 semaines pour accompagner ce programme d'entraînement-là. C'est 2 choses complètement distantes. Moi, j'ai eu des programmes de nutrition dans mes événements passés, dont Norseman, la nutritionniste qu'elle m'a donnée, c'est une feuille faire avant, comme un marathon, une feuille faire avant, une feuille pendant, puis ce que tu vas faire après. Alors pour moi, j'ai comme découvert que la nutrition, c'est pas une étape, c'est pas une petite portion de ton entraînement, ça fait partie de ton entraînement. T'entraîner pour ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que je vais conserver. Là, je pars, même
quand on joue au pickleball, je vais aussi prévoir me nourrir d'une façon pour soutenir cet exercice-là. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que je vais retenir. Ce que je dirais à Laurent, c'est de celui qui l'a fait, le défi, oui, tous les aspects qu'on a mis dans la nutrition, mais tu sais, ça prend... j'ai découvert que ça avait un impact, le fait d'inspirer des gens. Je le faisais surtout dans le contexte du cancer. J'ai fait beaucoup d'événements pour des hommes qui ont eu un cancer, pour les inspirer, dire que la vie n'arrête pas après un cancer. Ce que ça m'a fait découvrir cet événement-là, c'est que ça a inspiré des gens qui ne sont pas nécessairement liés au cancer. Alors, j'ai l'humilité, puis je suis honoré d'avoir contribué à ça, mais on ne réalise pas des fois que faire des défis, pour moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à voir que c'était un défi, un grand défi. J'ai tellement découpé l'événement en petits morceaux que je n'ai pas vu puis j'ai encore un peu de difficulté à voir l'ampleur de ce défi-là. Je compare souvent ça à un casse-tête. On fait un casse-tête, puis j'ai mis tous les morceaux, les 6000 morceaux sur un mur, mais là, je n'ai pas le recul pour évaluer pleinement. Alors, j'ai pas eu de problème durant ce défi-là à apprécier chaque moment, mais aujourd'hui, je suis dans un contexte où j'essaie de faire un sens de tout cet événement-là. Puis, ce que je lui dirais, c'est de laisser le temps de percoler, pas essayer de trouver la réponse dans les jours qui vont suivre cet événement-là. Laisse le temps au temps de faire les choses puis de comprendre ce que tu as fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est une question? Ok, ça marche. Bonjour, moi c'est Mégane. En fait, j'avais une question peut-être pour l'équipe en général. Comme vous avez parlé chacun de votre expertise, mais je me demandais c'était comment comme la collaboration entre vos différentes expertises, puis comment vous avez trouvé ça dans le processus. C'est une très bonne question. On a fait quoi? 1 ou 2 rencontres, tout le monde ensemble. Moi, je connaissais déjà Pierre-Marie, on avait travaillé ensemble. Lucie, je ne le connaissais pas. C'était une découverte pour moi. Je ne connaissais pas Rénal non plus. Donc, on a fait une rencontre avec Marie-Ève aussi, Mathieu, à la clinique de... en tout cas, Alexandre, je ne sais pas où exactement, où est-ce que vraiment on essaie de voir le rôle de chacun, parce que c'est très facile dans un défi comme ça de travailler en silo. Souvent, malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, comment est-ce qu'on pouvait chacun contribuer? Est-ce qu'on avait besoin de se parler? À quelle fréquence? Oui, non, quelle allait être notre approche avec chacun de notre côté pour que les autres soient aussi au courant, puis qu'on se marche peut-être pas sur les pieds ou qu'on se contredise pas à certains moments. Ça, je pense que c'est important. On aurait pu en faire plus, je pense. Si j'y pense, là, on aurait pu en faire plus, mais en même temps, Laurent était tellement facile d'approche, tellement collaboratif, puis je pense qu'il était très, très honnête, puis nous l'aurait dit tout de suite s'il y avait eu des contradictions, des choses comme ça, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que ça aurait pu être plus compliqué, mais avec Laurent, c'est tellement facile que peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas fait plus. Je suis plus certain du nombre de rencontres, mais Rénal coordonnait tout ça. Rénal était le coordonnateur de l'équipe de soutien intégré. Puis, il me semble qu'on a eu au moins 4 rencontres, là, au moins 1 par session, si ce n'est pas plus. Donc, on a coordonné nos efforts, on s'est assuré qu'on allait tous dans la même direction. Mais une fois que ça s'est établi, une fois qu'on a une ligne directrice, bien, chacun pouvait travailler dans son domaine d'expertise. On n'avait pas besoin de communiquer à tous les jours entre nous. Donc, on part une rencontre par session où on donne les lignes directrices, puis ensuite, ce qui est important, c'est la communication avec Laurent. Chacun, après ça, il va avec son domaine d'expertise. Donc, c'est nous, entre nous, puis ensuite, beaucoup de communication avec Laurent pour la poursuite du travail. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais en général, on a une très bonne équipe où toujours il y a un esprit collaboratif où on réalise qu'on a vraiment des experts pour chaque personne dans leur domaine. Et oui, comme Pierre-Marie et Ève a mentionné, quand on a déjà un plan qui est créé, c'était facile de juste parler, trouver des temps pour avoir des sessions individuelles, mais des fois, c'était aussi important d'avoir des sessions dans le groupe. Et
oui, je pense qu'en général, ça marche très bien. Et, oui, c'est une très bonne collaboration entre les différentes personnes de l'expertise différente. Oui, maintenant. Oui, je vais juste ajouter sur ça, ce qui a été piqué, je pense que Pierre-Marie, entre autres, et Eve connaissent bien, là, c'est le concept de l'équipe de soutien intégré qui est utilisé beaucoup à l'ENS ou ailleurs là, pour le développement des athlètes de haut niveau. Laurent a créé ses propres contacts pour ça. C'est peut-être quelque chose sur lequel, dans une prochaine itération d'un projet semblable, on aimerait peut-être avoir. Laurent a mentionné que d'avoir été une source d'inspiration, je pense que pour l'avoir suivi sur Facebook et tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de réel. Et puis, on a même quelqu'un ici là, qui est dans la salle qui s'est inspiré si je ne me trompe pas, de ce que Laurent fait pour se lancer lui-même comme cycliste pour traverser le Canada l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Et que j'ai appris il y a quelques minutes au début de la rencontre qu'il va avoir aussi le soutien de notre super équipe qui est assise devant vous. Donc, le temps passe, on a presque terminé notre temps. Question en ligne. Une dernière question, si c'est possible. Je voulais savoir quelle était la durée totale de l'entraînement préalable donc à ce défi avec l'équipe de soutien intégré. Préalable, donc avant que le programme commence? Typiquement, je nageais 2 à 3 fois semaine. Je donne des cours de spinning 2 fois semaine. Ça, c'est avant que je commence l'année. Il faut comprendre que j'avais arrêté de faire du vélo pendant à peu près 3 ans. Après Norseman, j'avais comme dit le vélo, j'en ferai plus. Et mes chums m'ont pas plu. Mais je roulais avec plus les conjointes et ceux qui ne voulaient pas faire de la compétition. Mes copains, quand on faisait des sorties, soit en Europe ou même aux États-Unis, j'allais pas avec eux nécessairement. Alors, c'est sûr que j'avais comme un peu abdiqué sur le vélo, sauf pour le spinning 2 fois semaine. Et je m'étais lancé dans la natation. J'étais un nageur, de base, j'étais un nageur. Puis j'ai fait des traversées du lac Tremblant là, pendant 2 étés de suite. Alors, moi, c'était la longue distance qui m'intéressait. Alors, ce défi-là, il arrive un peu du champ gauche, mais j'avais quand même une expérience en vélo. Je pense qu'une semaine après qu'on s'est rencontrés, je m'en allais faire Montréal-Kennebunk avec des amis. C'était comme dans les premiers entraînements là, que j'appliquais un peu les principes qu'on m'a demandé de faire. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Oui. Je vais aller. Comment votre participation à l'encadrement de ces défis aura-t-elle alimenté votre façon de faire votre pédagogie ou votre pédagogie en tant que telle pour le futur? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, comme Rénal l'a mentionné, on a Jean-Marc Brossard qui est ici, qui, vu l'exploit de Laurent, bon, vous savez qu'il y a eu des publications là-dessus, alors il a vu l'exploit de Laurent, puis ça l'a inspiré, parce que c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire, mais quand tu vois que quelqu'un le fait, ben, ça t'inspire à dire, ben, moi aussi j'aimerais faire ça, donc il est ici présent, puis il commence aujourd'hui, là, avec la clinique de kinésiologie, à suivre sensiblement le même programme que Laurent en termes d'encadrement. Donc, Ève est impliquée, je suis impliqué avec les étudiants de la clinique de kinésiologie. Il est déjà venu se faire évaluer. Et Leslie aussi, le contact a été fait pour que Leslie puisse contribuer à sa préparation mentale. Donc, oui, ça nous donne un modèle typique en enseignement, là, puis en stage à la clinique de kinésiologie. Ça nous donne un modèle typique pour tous les gens qui vont vouloir se faire ce genre d'épreuve-là. Ce n'est pas nécessairement toujours pour traverser le Canada. Dans le cas de Jean-Marc, ça va être pour traverser le Canada en vélo, exactement comme Laurent. Mais pour d'autres personnes qui vont venir nous voir pour des épreuves extrêmes, comme des épreuves d'endurance ou des défis extrêmes physiques comme ça, bien, on a déjà un cadre qui est établi de type d'encadrement nutritionnel, préparation mentale, type d'entraînement. Le cadre est déjà établi, puis on peut enseigner ça aux étudiants, comment on approche, parce qu'on a un cadre et on a un modèle qu'on peut évidemment ajuster à la personne qui est devant nous, mais on part quand même d'un cadre qui est déjà établi. Fait que
le travail est déjà fait, puis Jean-Marc, qui a commencé la semaine passée son entraînement, bien, on est parti avec une inspiration puis un modèle déjà existant qu'on va juste adapter à lui. Exact. Puis on parlait d'équipe de soutien intégré. Moi, j'en suis plein des athlètes individuellement, mais c'est rare que je travaille en soutien intégré, sauf avec des athlètes de haut niveau, là, comme tu parlais, avec des équipes nationales et tout. Donc, d'avoir cette chance-là, d'avoir une équipe qu'on connaît, plus proche, c'est beaucoup plus complet que de travailler, comme je disais tantôt, en silo. Donc, c'est une belle chance d'avoir ça, puis comme tu dis, Pierre-Marie, de développer cette expertise-là et d'exposer les étudiants aussi à ces cas-là un peu plus spéciaux, un peu plus extrêmes. Même chose, moi, quand je rencontrais Laurent à la clinique, il y avait des étudiants qui observaient, puis qui étaient exposés à ça, puis qui voyaient un peu l'approche. Comme c'est des choses qu'on voit dans les cours, mais des fois, c'est pas l'exemple le plus typique. Donc, c'est intéressant d'être exposé à ça. Mais c'est surtout la richesse de l'équipe de soutien intégré, je trouve, qui est vraiment intéressante dans ce modèle d'affaires qu'on est en train de créer, littéralement. Comment l'expérience qu'on a eue avec Laurent va influencer ton approche pédagogique dans ce genre d'événement-là, de clients? Souvent, dans mes cours, les élèves qui sont ici probablement m'écouter qu'on a une tendance de réduire les problèmes complexes, mais souvent, les problèmes sont multifactoriels et ont besoin de maximiser la connaissance des experts dans les différents domaines. Et comme mes collègues ont déjà mentionné, je pense que ça, c'est un exemple parfait de ça, où on doit incorporer les principes de nutrition, de l'entraînement, de la psychologie et intégrer les concepts d'une manière parce que toujours on a un client, un être humain qui est complexe et on ne peut pas juste réduire les choses à les aspects physiologiques ou les aspects de l'entraînement. C'est important de vraiment intégrer tous les aspects pour prendre une approche plus holistique. Alors, pour moi, ce point, c'était vraiment renforcé selon notre travail. Je vais rebondir sur ça aussi. Je pense que ça met vraiment l'accent. Ce projet-là démontre, d'un point de vue sportif, là, comment est-ce que la kinésiologie, le suivi sportif, c'est vraiment quelque chose qui est multidisciplinaire. C'est pour ça que le titre a été donné à cette table ronde-là. C'est quelque chose aussi qu'on voit dans nos programmes de recherche, que ça n'a des fois rien à voir avec la performance sportive en tant que telle. Ce côté-là multidisciplinaire que mes collègues développent là, à travers des partenariats en recherche, des collaborations, la physiologie, on a de la biomécanique, on a de l'apprentissage moteur, on a de la psychologie à l'intérieur de nos projets. Donc, on est pas mal les experts en termes de multidisciplinarité, je pense, les kinésiologues et particulièrement notre super équipe de profs qu'on a avec nous. Pour ma dernière question que je voulais amener à Laurent, c'est que ça a été vraiment une belle rencontre. Ça a été très agréable de collaborer. Puis je pense qu'on a des points communs à développer dans le futur. Puis ma question, c'est comment est-ce qu'on peut continuer de collaborer avec toi, mais aussi avec Procure, pour développer des projets communs? Moi, je remercierais en passant tous les étudiants contribués. C'était la raison pour laquelle on s'est associés. Puis Pierre-Marie l'a soulevé pour moi, puis j'en croise aussi à la piscine qui ont participé au projet. Alors, merci aux étudiants d'avoir contribué à développer ce projet-là. Je te dirais, on en a déjà, on veut augmenter, on se remet en question chez Procure en fonction des besoins des patients. Donc, ça va permettre de développer toute une offre de services qui va être en fonction de la trajectoire de soins, donc plusieurs types de trajectoires de soins. Puis la kinésiologie, la nutrition font partie justement des solutions. Alors, il y a un projet de recherche qu'on a présenté à Isabelle. C'est le premier d'une suite. Il va y avoir d'autres choses, c'est sûr. Je sais qu'Isabelle est rendue dans l'Ouest canadien. Mais de toute façon, je pense qu'on va trouver des façons de collaborer parce que c'est pas différent pour un homme. Tu sais, je me suis entraîné, mais il y a des gens qui ont à sortir d'une opération, d'une réadaptation à la vie. Ils ont besoin d'encadrement et d'accompagnement. Et
les sujets de nutrition psychologique et d'entraînement physique font partie de ramener ces patients-là à travailler et à fonctionner. Alors, moi, j'ai trouvé la collaboration absolument, au niveau personnel, très intéressante, très enrichissante, mais je vois vraiment aussi comment est-ce qu'une organisation comme la nôtre peut travailler avec un centre universitaire, une université pour justement améliorer la qualité de vie des patients.